Concernant le développement des compétences psychosociales de nos élèves, 90% des enseignants considèrent qu'il est important qu'ils y contribuent. 3 enseignants sur 4 environ agissent déjà en ce sens, mais seulement 10% des enseignants déclarent mener des interventions structurées dans ce domaine. Voilà pour le volet compétences psychosociales des élèves. Un grand absent de ce travail autour des CPS, compétences psychosociales, les compétences psychosociales des enseignants et des enseignantes. Alors, on va interroger cet impensé avec mon invitée, Véronique Gaspard, cofondatrice et responsable du milieu scolaire chez Déclic CNV, afin de proposer des hypothèses de travail pour que dans 10 ans, le rêve partagé par 80% des enseignants de faire que le socle commun de connaissances de l'école intègre à niveau égal la maîtrise des savoirs fondamentaux et celle des savoir-être essentiels pour vivre ensemble deviennent une réalité. Bienvenue Véronique. Merci Nathalie pour cette introduction qui me fait rêver. Dans 10 ans, ça veut dire que je verrai mon rêve abouti. Oui, eh ben rêvons, non? Moi j'ai Merci. envie de rêver, en tout cas. Dis-moi, dans cette vision partagée à 10 ans, du coup, à quoi ressembleraient les savoir-être essentiels d'un ou une enseignante? À 10 ans, ça veut dire que pour moi, l'ensemble des acteurs éducatifs auraient été initiés pour eux-mêmes, dans un premier temps, à cette dimension autour des compétences psychosociales. Parce que je ne crois pas aujourd'hui qu'il soit nécessaire de surcharger des programmes déjà complètement fous pour un grand nombre d'enseignants avec quelque chose pour moi qui relève pas d'une matière. Et que quand on parle de compétences psychosociales, pour moi, il s'agit d'accompagner les acteurs éducatifs pour que eux les incarnent pour eux-mêmes dans un premier temps, pour que l'imprégnation se fasse pour les enfants. On sait en fait que les enfants apprennent plus par imprégnation que par ce qu'on veut bien leur dire. Et une phrase, moi, qui m'amuse beaucoup, c'est on a beau enseigner aux enfants des tas de choses, il n'y a rien à faire, ils continuent à faire comme nous. Et qu'aujourd'hui, moi, j'aime démarrer mes conférences autour de cette notion-là, et qu'aujourd'hui aussi, bon, moi, il y a une urgence à prendre soin de ceux qui prennent soin. Et oui, alors, d'autant plus d'actualité ouais, en cette période où on voit bien que ça craque un peu de tous côtés et les enseignants sortent de leur réserve pour parler de cette souffrance. Donc oui, c'est une urgence, effectivement. Et pour faire le lien avec ce que tu dis, le fait de sensibiliser les enseignants, il y a quelque chose qu'on s'est dit en préparant, c'est que finalement, pour accompagner mes élèves à développer des compétences en maths, je dois les développer moi-même. C'est une évidence. Personne ne se demande si je dois comprendre ce que j'enseigne. Alors pourquoi cette impensée concernant les compétences psychosociales? Parce que aujourd'hui, quand on commence à accompagner certaines formations, c'est comme s'il y a une confusion entre développer les compétences psychosociales et le développement personnel. Comme si, en fait, on a une image en France du développement personnel qui est rattachée à certains privilèges de certaines personnes qui prendraient du temps pour s'occuper d'elles. Et en fait, on confond prendre soin de soi pour le mettre au service de la relation et une forme d'égoïsme forcené. Or, pour moi, aujourd'hui, si on apprend au personnel éducatif au sens large, parce que quand je parle de personnel éducatif au sens large, j'intègre toute la communauté éducative. Eh bien, quand on nous apprend finalement à intégrer les émotions comme des choses fondamentales pour nous-mêmes, qui sont révélatrices de choses importantes, alors en communication non violente, dans notre jargon, on va appeler ça des besoins, eh bien ce mouvement qu'on arrive à faire pour nous-mêmes, il y a un moment, on va comme avoir les moyens de l'offrir aux gens autour de nous, y compris les élèves, mais les collègues, les parents, les responsables, peu importe. Et que par exemple, dans les pays nordiques, ils parlent de développement perso-professionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation. Et que nous, il me semble que quand on intègre aujourd'hui des formations autour du bien-être, c'est comme si, en fait, c'est vu d'une manière séparée de la transmission. Or, aujourd'hui,
je crois qu'on a un défi à relever ensemble qui est d'apprendre à communiquer. À l'école, on apprend beaucoup à parler et rarement à communiquer. Et que plus on va donner les moyens au personnel de communiquer, alors si je prends les transmetteurs avec les élèves par exemple, eh bien dans cette qualité de lien, après ça va faciliter le partage des mathématiques, des sciences, de l'EPS ou de la musique. Et qu'aujourd'hui, cette notion de lien, elle apparaît comme fondamentale parce que avec les avancées des neurosciences affectives et sociales, on sait aujourd'hui comment le cerveau se développe et que on n'est pas dupe aujourd'hui que la relation idéale, eh bien, elle est encourageante, elle est empathique, elle est bienveillante et apaisante. Et je sais aussi, pour être souvent avec des enseignants, que ce mot bienveillance, en fait, il y a un moment où ça a presque produit des allergies et qu'en fait, on ne décide pas à un moment de la bienveillance parce que, au fond, tous les acteurs éducatifs ont des intentions éducatives absolument extraordinaires. Alors, donnons-leur les moyens de la beauté de leur intention éducative. Et que la bienveillance, pour moi, elle ne se décrète pas, elle s'accompagne. Parce que moi, si je parle seulement de moi, Véronique Gaspard, et peut-être je suis la seule au monde, je pensais être quelqu'un de fondamentalement bienveillant, avant de réaliser mon propre niveau de violence. Et ce niveau de violence, eh ben, je l'ai découvert dans les formations en communication non violente, parce que Rosenberg, qui est à l'origine de ce processus, a commencé à explorer ce qui faisait violence dans les relations. Et moi, la violence, je la mettais plutôt à l'extérieur de moi. À l'époque, j'étais infirmière scolaire dans la première cité HLM de la ville de Paris. Et moi, je trouvais que les élèves étaient violents. J'aurais même pu considérer que certains collègues étaient violents. Moi, quand je rentrais chez moi, j'étais violente. Et cette définition de la violence, pour moi, on a à la travailler et à l'apprivoiser pour aller dans le sens de la beauté des intentions éducatives qui nous habitent tout à chacun, j'en suis certaine. Tu nous parles de la confusion qu'il peut y avoir entre le développement chez soi en tant qu'enseignant des compétences psychosociales et du développement perso. Comment on peut faire pour essayer de limiter cette tension et que chaque enseignant se dise, chaque enseignant et enseignante se disent, OK, les compétences psychosociales, ça fait partie de mon métier et je dois les développer comme je développe mes compétences en mathématiques, comme je développe mes compétences en grammaire, que sais-je. Mm. Alors déjà, quand je t'entends dire je dois les développer, il y aurait comme une sorte d'injonction. Et je ne crois pas au fait que l'humain aime les injonctions. En tout cas, si je me regarde moi, ça me fait assez bondir. OK. Ouais. Et ce qui me semble important, c'est de regarder que quand on parle des compétences psychosociales, certaines en fait sont naturelles. Et que l'idée, c'est moins de devoir les développer que de retrouver notre nature, parce qu'aujourd'hui, on sait que à la naissance, eh bien, on a cette compétence, par exemple, empathique qu'on va chercher à développer avec les CPS. L'enfant naît naturellement empathique. Et que si on maintient cette empathie, ou si on développe l'art d'aller retrouver ce qui fait qu'à un moment on a perdu cet axe-là, alors peut-être que ça va donner plus de motivation au personnel pour voir le sens et l'intérêt. Parce que je ne crois pas qu'on soit tenté de développer quoi que ce soit si on n'y voit pas de sens. Et que pour moi, le sens de développer les compétences psychosociales, eh bien, c'est d'aller vers une qualité de bien-être, y compris au travail et dans la vie personnelle. Et moi, ce qui m'amuse quand je donne des formations, et mes collègues peuvent en témoigner aussi, c'est qu'à la fin des formations, souvent, les personnes disent c'est la première fois où on fait une formation qui va nous soutenir autant dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle. Et là, on a gagné pour moi. Parce que c'est un être humain qui arrive au travail, mais qui a vécu des choses chez lui et qui va retourner chez lui. Et que quand on arrive à faire cette jonction, on a gagné. Et pour moi, l'empathie, par exemple, c'est pas une matière. L'empathie, c'est une qualité d'être. Et que plus on va soutenir les personnels pour être dans cette compétence empathique, mais autant chez eux que dans les classes, alors il n'y aura rien à ajouter au programme. Et c'est pour ça que nous, on milite beaucoup pour que les formations, non seulement elles fassent partie de la formation initiale, mais qu'elles fassent partie
de la formation continue. Et c'est en ça où on a été largement suivi avec le AFC de Paris, avec Monsieur Querero, l'ex-recteur, et François Moutapa, le directeur de l'école académique de formation, puisqu'ils ont considéré que c'était une priorité que d'offrir ces formations-là à tous les personnels de l'Académie de Paris. Alors, tu parles de formation depuis tout à l'heure en sous-titre. C'est des formations de CNV, communication non violente. Un terme, alors non pas galvaudé, mais sur lequel on a plein de projections, les uns et les autres. Et je veux bien du coup que tu repositionnes ce qu'est cette communication non violente. Et surtout ce qu'elle n'est pas, finalement. Ouais, moi j'aime beaucoup que tu me poses cette question et que tu partages le fait que ce soit galvaudé. Effectivement, je pense que la communication non violente, elle est de plus en plus connue et mal connue. Et que quand elle est transmise à partir d'une vision que je pourrais qualifier un peu simpliste d'observation, sentiment, besoin, demande, ça en ferait presque une caricature. Et surtout, si elle est transmise à des visées pour obtenir quelque chose des élèves ou des collègues, là, de mon point de vue, on est complètement à côté de la plaque. Quand Rosenberg a choisi ce terme, c'était à la fois pour honorer le chemin que certains avaient fait sur la non-violence avant lui, et surtout, c'est aussi pour dire stop à toutes les formes de violence. C'est que dans communication non violente, à un moment, je dis non aux violences, parce qu'il n'y a pas de violence qui soit éducative. Alors, qu'est-ce que c'est ? Moi, je vois que c'est encore une question qui me laisse assez suspendue la plupart du temps. Pourtant, ça fait 18 ans que je suis accrochée à tenter d'intégrer ce processus. Ce que je peux dire, en tout cas humblement, c'est ce que moi, ça m'a permis. Parce que, en fonction de notre histoire, ça permet des choses différentes à chacun et chacune. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça m'a permis de repérer mon niveau de violence parce qu'un des axes de la communication non violente, eh bien, ça va être de repérer les habitudes de langage avec lesquelles j'ai grandi et que j'ai reproduit, et certaines habitudes d'écoute qui finalement desservent cette notion de qualité de relation et de la prise en compte des besoins mutuels de chacun d'entre nous. Et moi, j'ai eu un arrêt sur image de réaliser que la plupart de ce qui sortait de ma bouche était truffé de jugement. Et on va voir qu'avec la CNV, on va voir que le jugement, c'est une matière première. Moi, j'ai adoré la CNV au départ pour ça. Quand la première formatrice m'a dit « Véronique, les jugements, ça va être ta matière première. » Et souvent, je rigole en disant « Mais si je devais me chauffer à cette matière première-là, j'aurais du chauffage pour toute ma vie. » Donc, de regarder le jugement comme une matière qu'on va mettre au service de la relation, la nôtre et celle des autres. J'ai vu que dans ma communication, il était rare que je passe une journée sans qu'il y ait des ordres et des exigences, de moi à moi ou vers les autres. Et ce que je vous disais tout à l'heure, l'humain préfère choisir. Et puis surtout, je crois que ce qui m'a aussi beaucoup bousculé, c'est de mesurer le déni de responsabilité dans lequel j'avais grandi et que je transmettais. C'est-à-dire le déni de responsabilité de mes actes, tous les moments où je dis c'est pas moi, on m'a obligé à faire ceci ou cela, ou j'ai pas le choix. Le déni de responsabilité de mes émotions, c'est-à-dire tous les moments où je disais aux élèves vous me fatiguez ou à cause de vous je suis enragée. Je pouvais faire exactement la même chose avec mes enfants, que les choses soient claires, et que je suis pas ici en donneuse de leçons, je suis ici pour partager l'expérience en fait qui a été mon chemin et que j'estime être au service, puisque après, en ayant un peu intégré la CNV, et c'est beaucoup repris dans le livre là, qu'on a coécrit avec Catherine Guéguin et Catherine Schmider, développer les compétences psychosociales à l'école, il y a beaucoup d'exemples qui sont vécus de moi dans les classes, et de regarder que le changement de posture que moi j'ai opéré m'a servi de me mettre en lien avec des élèves qui étaient réputés difficiles, et c'est comme si ça leur redonnait envie de revenir à l'école, et qu'aujourd'hui il y a un défi autour de ça. Et que la prise de responsabilité de nos émotions, ça nous donne aussi du pouvoir. C'est-à-dire que tant que je dis je suis énervée à cause de Nathalie, j'ai aucun pouvoir. C'est que j'attends que Nathalie, elle appuie sur un bouton d'une autre télécommande pour que moi je change d'état. Mais si je dis Nathalie, ça fait 3 fois que je te donne rendez-vous pour parler de ton enfant, parce que je vois qu'en fait dans la classe il y a des choses et que toi tu viens pas et que je te dis en fait j'ai envie de préserver mon temps et mon énergie, ou j'ai envie plutôt de comprendre ce qui se passe pour toi, ça me permet de retrouver non seulement du pouvoir avec moi,
mais aussi de pouvoir maintenir la relation avec toi. Et donc, on a un défi pour envisager le monde, comment je dirais, sous l'angle d'une sorte de libération d'emprisonnement émotionnel dans lequel on est. Quelle société ça nous donnerait? Moi, on revient à notre idée de départ, rêvons, effectivement. Euh, cette, euh, alors, comment on l'appelle? Une approche, une méthode? Quel nom Moi, tu... j'aime bien l'idée de dire que c'est un processus parce que c'est Ok, évolutif et il n'y très a bien. rien qui est figé. Et c'est comme l'écoute. Moi, je pensais que je savais écouter. Hein. Quand j'ai découvert la CNV, j'étais infirmière scolaire, donc j'imaginais avoir toutes les compétences requises. Et au bout de 2 jours, je me suis rendu compte que la seule chose que je faisais quand j'écoutais, c'était éventuellement sauver ma peau, filer des conseils, minimiser, dramatiser. Mais jamais personne m'avait tenu la main pour développer cette compétence de l'écoute empathique qui, si je résume, c'est de développer cette capacité à entendre ce que la personne vit derrière ce qu'elle dit. Parce que finalement, personne ne parle pour parler. Sinon, je te dirais, Nathalie, parle, puis quand tu auras fini de parler, ben, viens me chercher, moi je suis en train de préparer une quiche dans la cuisine. Donc si à un moment tu parles, c'est bien parce que tu as envie d'être rejointe. Et donc, on apprend à comme mettre notre attention ailleurs que dans comprendre ce que la personne dit, puisque l'idée c'est moins de la comprendre que d'être à l'écoute pour proposer quelque chose qui va éclairer le chemin de la personne qui à certains moments vit un peu dans le brouillard. Et donc c'est un défi en fait cette empathie parce que plus les enseignants et tous les personnels vont développer cette compétence et moins ça va leur coûter finalement d'écouter les élèves. Parce que je trouve qu'il y a une surresponsabilisation aujourd'hui de ce qu'on demande au personnel. Comme si on leur demande inlassablement de tenir la relation, d'être 100% responsable de ce qui se passe dans les classes et en plus de devoir trouver des solutions pour tout le monde. L'écoute empathique, pour moi, elle est essentielle parce qu'elle fait partie des moyens qui vont permettre d'accompagner l'autonomie des jeunes. Et ça, c'est aussi une intention éducative de soutenir l'autonomie. C'est-à-dire qu'on va écouter le jeune jusqu'à ce qu'il se mette en lien avec les besoins qui sont les siens et d'envisager tous les moyens possibles qu'il va pouvoir utiliser pour nourrir ces besoins-là. C'est comme si on lui donne le chemin pour être un adulte, en fait, qui va être comme pilote de sa propre existence. Et que ça, si on n'apprend pas les adultes aujourd'hui à faire ça, il n'y a pas cette transmission. Et que c'est pour ça que nous, à Déclic, l'association là, que nous avons co-créée avec toute une équipe, on ne répond jamais aux sollicitations qui nous sont faites vers les élèves. Jamais. Parce que nous, l'urgence, c'est le soin aux adultes. Parce que donner des moyens à des élèves que les adultes n'ont pas, pour moi, ça, c'est pas juste. Ce serait générer plus de soucis. Aujourd'hui, on a à protéger nos éducateurs. On n'a pas à les mettre un peu plus dans la poisse. Et que cette notion, par exemple, d'empathie 30 minutes par semaine, moi, je ne peux pas valider ça. C'est pas possible. Alors que la notion de l'empathie arrive, ça c'est une célébration. Mais accompagnons les adultes parce qu'un adulte qui est initié et formé à l'empathie, il va naturellement diffuser ça. Et dans 10 ans, aucun élève n'aura besoin d'apprendre ça puisque c'est notre nature. On maintiendra la nature de l'enfant. Mais tu es d'accord que cette... alors, je vais pas être exigence, mais cette composante métier dont tu parles et qui serait vitale à notre métier et tous les métiers éducatifs, il faudrait recruter les personnes avec cette composante-là. Ou en tout cas, avec euh, aller vérifier qu'il y a bien ce désir de compétences. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On ne recrute pas les enseignants avec cette composante-là. Donc, comment on fait pour cohabiter entre ce qui existe maintenant et le rêve qu'on aurait d'un de métiers éducatifs au pluriel avec cette composante? Moi, j'aime pas l'idée, en fait, je vois bien quand tu parles de cette séparation où il y aurait des gens qui auraient cette compétence et ceux Oui. qui ne l'auraient pas. Euh, Dans mon expérience,
dans mon expérience, hein, je n'ai vu que des éducateurs qui avaient des intentions éducatives remarquables et qui avaient ce désir de composer, de faire avec, d'essayer de comprendre. Sauf que, regarde, moi, infirmière, on aurait pu croire aussi que j'avais en fait ça. Mais même ça, on ne me l'avait pas appris en tant que soignante. Ouais, Hein. tout à fait. Hmm. Tu vois, et donc Ouais, l'empathie, complètement. pour moi, ça se réapprend. C'est notre composante naturelle. Hein. On a vu que quand le cerveau grandit dans le stress, les punitions, les humiliations, eh bien, il y a plus de cortisol sécrété que ce qui est nécessaire en fait au bon fonctionnement pour la sécrétion de l'ocytocine, etc., etc. Et que quand on grandit dans l'encouragement, l'empathie, l'apaisement, et qu'il y a cette sécrétion d'ocytocine le plus souvent possible, le fait que ça soutienne le développement du cortex orbitofrontal, eh bien on voit que ça a un impact sur justement l'empathie, la régulation des émotions, le développement du sens éthique et moral et surtout l'aptitude à prendre des décisions. Donc si tu veux, aujourd'hui, il n'y a pas ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas. On a tout ça, mais apprenons à retrouver ce chemin qui était notre nature. Oui, merci beaucoup pour ce réalignement. Euh, je, Ce que j'entends et ce que je retiens, c'est que ce que tu réaffirmes, c'est que ça, on l'a en nous. En fait, c'est pas un nouveau concept qu'il faudrait apprendre. Cette manière d'être en empathie, d'écouter, ça fait partie foncièrement de notre nature humaine. Par contre, là où on a peut-être quelque chose à apprendre ou à réapprendre, c'est savoir le mobiliser, enfin l'identifier dans un premier temps et ensuite le mobiliser dans nos vies au pluriel, donc personnel, professionnel. Oui, et surtout, ce qui aide pour moi, c'est de regarder qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on s'est éloigné de ça. Quand Rosenberg a fait ses études, il était docteur en psychologie, il s'est dit, parce qu'il a une expérience tragique à l'âge de 7 ans, hein, où il se fait casser la figure par deux gamins qu'il traite de youpins lors des tensions raciales de Détroit, et lui, il ne sait pas ce qu'est un youpin. Et il voit le bonheur affiché des deux gamins qu'il frappe, et quand il rentre chez lui, il a sa propre maman et son oncle qui s'occupent de la grand-mère de Marshall, et il voit le sourire aussi de ces deux personnes, et il se dit, c'est quand même étrange, il y a des gens visiblement qui prendraient plaisir en cassant la figure, quand d'autres prendraient plaisir dans le soin. Et ça va être une quête. Et donc lui, quand il réintègre le laboratoire de Carl Rogers va continuer à développer tout ce qui est compréhension de la psychologie humaine, et lui, alors qu'il est docteur en psychologie, il va mettre son attention sur le langage. Il se dit, il est possible que dans le langage que l'on répète depuis la nuit des temps, il y ait des choses en fait qui à un moment empêchent notre nature, qui est une nature de contribution, et qui justement bloque ce mouvement empathique. Et donc, c'est comme ça qu'il va faire le tour du monde des tribus primitives, qu'il va étudier tous les grands courants religieux, philosophiques, pour mettre en évidence que le langage est un langage conditionné qui sert à maintenir des structures pyramidales, où d'une certaine manière, il vaut mieux être le prof que l'élève, le parent que l'enfant, il vaut mieux être le président que les présidés, les juges que les jugés. Et qu'aujourd'hui, on a un choix, pour moi, qui est un choix politique à opérer. Et quand je parle de la politique, c'est pas d'un parti, hein, c'est la vie dans la cité. On a un choix politique à faire. Est-ce qu'on veut continuer à entretenir les structures telles qu'elles ont fonctionné jusqu'à maintenant? Et il n'y a pas de critique par rapport à ça. C'est ça que j'aimerais entendre. Parce qu'on est devenus des belles personnes aussi grâce à ça. Mais de regarder, peut-être qu'on est aujourd'hui arrivé à un moment de bascule où on est dans une crise majeure d'autorité. Quand je parle d'autorité, c'est auctoritas, hein, Rome, c'est-à-dire l'autorité était réservée aux anciens, c'est-à-dire à un moment, si je sais pas moi, Nathalie, si tu es enseignante de maths, je t'accorde l'autorité parce que je sais que c'est le chemin que tu as emprunté depuis plus longtemps que moi. L'autorité, elle ne s'impose pas, elle s'acquiert. Et qu'aujourd'hui, si dans mon comportement d'adulte, je fais autorité, alors les élèves, les enfants, ils vont avoir envie d'être à mon contact. Et on a un défi à relever. Et donc Rosenberg s'est dit, on a été éduqués à partir d'une vision du bien et du mal,
et que l'enfant, ignorant le bien et le mal, on allait l'éduquer à reconnaître le bien et le mal avec les punitions, les récompenses, etc. Et que pour ça, on a intégré le langage dont je vous ai parlé avant, avec les jugements, les ordres, les exigences, les dénis, et que finalement, avec ce langage, on a entretenu des structures pyramidales qui, aujourd'hui, de mon point de vue, touchent un peu le fond. Et que si on envisage de démarrer l'éducation sur l'enfant aime contribuer, bien sûr qu'on va l'éduquer. Il est hors de question d'imaginer qu'on arrête d'éduquer, hein, d'accord, que les choses soient claires. Et que souvent, effectivement, la communication non violente, quand elle est transmise par des gens qui ne sont pas certifiés, et ça peut-être j'y reviendrai, c'est transmis comme un truc un peu ramollo, un truc de compréhension, blabla, etc. Or, moi, j'ai jamais été aussi ferme que depuis que je connais ce processus. Donc oui, on va éduquer les gamins. On va les éduquer avec des repères. Et on va les éduquer avec d'autres moyens. C'est-à-dire que on va tendre vers abandonner les méthodes, en fait, qui sont génératrices de cortisol, hein, les punitions, les récompenses et La tout, soin. domination de La façon générale. domination, absolument, et on va intégrer cette conscience des besoins mutuels, on va donner aux enfants des repères internes, c'est-à-dire quand les émotions sont là, comment on va les nommer, on sait que quand on nomme une émotion, ça calme l'amygdale cérébrale, comment on va faire le lien entre les émotions et les besoins, est-ce que tu es triste parce que tu as besoin de soutien, est-ce que tu es triste parce que tu as besoin d'attention, est-ce que tu as besoin d'être entendu dans ce que tu vis, et que en fonction, tu as besoin, je sais pas, de soutien à qui tu pourras en demander, tu as besoin d'attention, est-ce que c'est ok si je t'accorde 5 minutes à la récré? Vous voyez, de leur donner des repères internes, parce que plus on grandit avec ces repères internes, plus on va créer des mouvements, des groupes où il y a plus de coopération et de collaboration, alors que nous, on a été éduqués dans la compétition. Et que ces sociétés, en fait, dans 10 ans, si on coopère, de mon point de vue, on augmente les chances qu'on s'en sorte ensemble, hein. Oui, et le C'est un défi, défi c'est aussi. ça. Et c'est un Le défi est défi, grand. pour moi, oui, et c'est un défi d'écologie relationnelle et d'écologie tout court. Et que plus on apprend aux enfants à prendre soin d'eux, plus ils vont prendre soin des autres et de la nature par extension. Et revenons justement au fait que les enseignants puissent prendre soin d'eux avec ce processus. Euh, on se forme comment? Alors, on va peut-être pas utiliser le terme de formation. On se reconnecte comment? Qu'est-ce que vous proposez, vous, dans les formations, de manière très opérationnelle pour illustrer tout, tous les concepts que tu as mobilisés dans tes réponses et de dire, voilà comment un enseignant, une enseignante, les enseignants, les enseignantes, dans les formations que vous proposez, se réapproprient ce qui est naturel chez eux et apprennent à mobiliser, remobiliser, j'ai envie de dire, tout ça dans leur vie au pluriel. Alors déjà, on va remettre les émotions au cœur aussi, hein, de nos vies. Moi, j'ai appris, hein, quand j'étais en réanimation, il fallait soi-disant que je laisse les soucis chez moi et puis que en enfilant mon pyjama, que j'arrive comme toute neuve. Mais j'ai bien vu qu'il y a des moments où quand je partais avec un enfant qui avait de la fièvre, l'enfant, il restait collé à mon pyjama de réanimation toute la journée. Et j'ai vu aussi, quand je suis devenue infirmière scolaire, combien les enseignants étaient isolés dans leur classe et isolés tout court. Et comment, en fait, quand on fait des formations d'initiative locale, eh bien, on va reconnecter des équipes ensemble pour être solidaires. Parce que je trouve que c'est dur à un moment de s'être planté dans une classe et puis d'arriver dans la salle des profs et puis peut-être pas oser dire je m'en suis pas sortie aujourd'hui avec la 4e 5 ou etc. Et de repartir chargé de cette difficulté pour aller rencontrer la 3e 2 ou je ne sais, voilà. Et qu'est-ce qu'on réapprend? Que les émotions, c'est comme des témoins de quelque chose qui a envie d'être entendu. Autant les émotions sont agréables, autant certains besoins sont nourris. Autant les émotions sont désagréables, autant ça veut dire qu'il y a quelque chose qui voudrait être entendu. Et que plus on a des besoins nourris, plus on a des comportements ouverts, et moins on a des besoins nourris, plus on a des comportements fermés. Donc on va réapprendre à nommer, c'est-à-dire à se réautoriser à sentir et à percevoir. La CNV, c'est un processus qui est très corporel, plus qu'intellectuel. Et que on va réintégrer cette notion des besoins pour soi, ceux en lien avec les autres, la vie, hein, voilà.
On va apprendre à traduire les jugements et peut-être noter sur les bulletins scolaires des choses qui ne soient pas des bombes qu'on envoie finalement vers les parents et vers les élèves, ou en boomerang, on va se recevoir des choses qui vont être difficiles à entendre. Comment est-ce qu'on va, au fur et à mesure, passer d'une justice punitive à une justice restauratrice? Et surtout, comment on va prendre cette responsabilité de nos émotions et de nos actes? Donc ça, c'est le cœur de nos formations. Et puis, on va apprendre toutes les habitudes d'écoute, pas du tout pour les critiquer, mais pour repérer en fait que la plupart du temps, elles desservent la beauté de notre intention. Et surtout, on va driver les personnes sur cette écoute empathique, c'est-à-dire que on a plein d'expériences possibles pour remettre en fait dans le circuit des habitudes de fonctionnement sur ce qu'est l'écoute empathique. Tout à l'heure, on parlait de la CNV qui est euh, très bien connue mais mal comprise et mal connue, et je suis d'accord avec toi. Mais du coup, comment on choisit si on est OK avec le processus, comment on choisit ces endroits pour se former? Parce que, alors, bien sûr, votre association, mais du coup, c'est quoi les repères qu'il faut avoir pour se dire, là, je vais aller à un endroit où on va m'accompagner réellement euh, et correctement, si on peut utiliser ce Alors déjà, terme-là. dans un grand nombre de rectorats aujourd'hui, il y a des formations, des initiations à la communication non violente qui sont menées par des personnes qui ont été formées avec des clics qu'on appelle des qualifiés intervenants des clics. Pourquoi? Parce que euh, avec ma collègue Catherine Schmider, on s'est rendu compte très très tôt qu'au moment où la communication non violente allait émerger, ça c'était notre rêve, qu'il y aurait peut-être plus de demandes que ce que nous, les formateurs certifiés, on pourrait absorber. Et qu'on s'est dit, on va repérer en France et en métropole, enfin et dans les dom-toms, tous les gens qui auraient fait au moins 15 jours de formation déjà avec des formateurs certifiés, et que ces formateurs, on allait les apprendre à partager à leurs pairs au moins 3 jours d'initiation. Parce que je trouve aussi qu'on a plus de crédit quand on est enseignant pour parler à des enseignants. Parce que les enseignants, ils connaissent la galère de ce que c'est que de mettre les pieds dans une classe aujourd'hui. Et que moi, quand je m'adresse à des infirmières scolaires, par exemple, eh ben, je connais aussi l'isolement, la solitude de ce métier. Et donc, aujourd'hui, on a formé une quarantaine de personnes réparties dans différentes académies. Et dans beaucoup d'académies, il y a déjà des initiations qui sont proposées par ces personnes repérées et qualifiées par des clics. Et donc, c'est important que chacune des auditeurs auditrices déjà repère ce qui est possible déjà au sein de l'académie. Et puis maintenant, depuis qu'il y a de moins en moins de formations possibles, puisque c'est réservé le mercredi, le week-end ou les vacances, eh bien, chaque personnel peut demander dans son établissement des formations d'initiative locale, les fils. Et donc là, c'est quelqu'un en fait de l'association Déclic qui peut venir accompagner une équipe pendant 2 jours plus un. Et déjà, je trouve qu'on peut semer des graines parce que pour les personnels qui le veulent, hein, on travaille seulement avec les personnels volontaires. Parce que comme je dirais, ça bouscule, il y a des moments dans la vie, on n'est pas prêt à être bousculé. Et ça, je peux complètement me relier. Parce que comme on remet en question un peu 8000 ans d'éducation, eh ben, il y a des personnes pour lesquelles c'est pas le moment de les bousculer. Et je trouve qu'il est hyper important de prendre soin de ces personnes aussi. Et puis, il n'y a pas que la CNV qui existe dans le monde. Et donc, peut-être que c'est une approche qui va parler à certains et pas à d'autres. Euh, et j'aime ce soin et cette délicatesse parce que imposer une formation qui bouscule, pour moi, c'est une violence déjà. Alors quand on prétend faire de la communication non violente, c'est intéressant de ne pas rendre quelque chose d'obligatoire qui pourrait mettre quelqu'un en péril. Et que moi, mon intention, en tout cas, et celle de tous mes collègues à Déclic, hein, c'est inlassablement prendre soin de ceux qui prennent soin. Vraiment, je voudrais être entendue là. Je trouve que c'est un métier qui a tellement évolué qu'aujourd'hui, il y a une urgence à, à dorloter. Enfin, je ne sais pas si c'est le terme, il fait peut-être un peu trop maternant, mais en tout cas, vraiment à prendre soin, quoi.
Parce qu'aujourd'hui, le savoir, il est partagé et que globalement, les enseignants sont mis à mal. Et que ce métier, il faut le faire évoluer de mon point de vue sur les compétences que les enfants n'ont pas. Les enfants, ils peuvent aller sur Internet, je sais pas moi, chercher un truc sur la reproduction de la paramécie. Hein, je raconte n'importe quoi, mais peut-être on fait plus ça à l'école. Mais je veux dire, les jeunes, il y a des choses qu'ils savent pas faire. Ils peuvent pas mettre en perspective le savoir. Et nous, en tant qu'adultes, on peut accompagner cette perspective. Et puis les jeunes, ils n'ont pas notre expérience. Donc on a intérêt à accompagner les professionnels comme étant des gens capables de mettre en perspective et capables d'apporter avec leur expérience un éclairage différent sur ce savoir-là. Mmh. Et rien que, enfin, quoi de plus rassurant pour un jeune que d'entendre un adulte témoigner du chemin qu'il a fait, même alors en termes de savoir, certes, mais en termes de savoir-être, que il a eu une période de sa vie où il ne savait pas que les mots qu'il utilisait étaient des mots de l'ordre du jugement et qu'il en a pris conscience, que ça, c'est pas forcément facile à se prendre ça en pleine figure de soi envers soi, mais que c'est possible. Et rien, enfin, c'est vraiment quoi de plus puissant que ces témoignages. Oui, alors effectivement, j'aime bien ce que tu partages, Nathalie, parce que dans les formations, nous, on va faire un distinguo entre ce qu'on appelle une différenciation clé, mais ça aussi c'est du charabia. On ne va pas confondre la faiblesse avec laquelle on a été éduqué de ah ben si on a une émotion c'est qu'on est faible et puis si on s'est trompé qu'on le dit on va nous manger sur la tête et nous on va parler de la différenciation entre la faiblesse et la vulnérabilité. Dans la faiblesse on craint le regard de l'autre, dans la vulnérabilité on sait que l'émotion c'est la plus grande des forces qui nous est donnée puisque elle est le témoin de quelque chose d'important pour nous. Et donc, dans la vulnérabilité, je vais apprendre à plus craindre le regard des autres, quel que soit ce qui me traverse. Et que pour moi, un adulte inspirant, c'est quelqu'un qui est capable de partager son émotion, pas pour prendre les autres en otage, mais pour dire ça n'a rien à voir avec vous, ça parle de moi. Et ça, je pourrais vous l'illustrer, hein, où un jour, dans une classe, j'en pouvais plus. Et je dis à des mômes, là, vous me faites tous CH, bref. Et je m'entends dire ça, et je suis, mais terrassée par en disant, mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'a pris? Vous voyez, les moments où les mots dépassent, voilà. Et je leur dis, écoutez, je suis carrément, mais il n'y a rien qui soit justifiable de ce que je viens de dire, et en plus, je suis en train d'apprendre la communication non violente. Et il y a un gamin qui dit, mais madame, vous feriez mieux de retourner à l'école. Je lui dis, mais oui, et je continue, sache que je vais continuer. Par contre, je vais vous traduire ce que je viens de dire, parce que ce que j'ai dit, c'est inacceptable et je m'en désole. Alors dans notre jargon, la communication non violente, elle est surtout représentée par la girafe, parce que la girafe, elle voit avec un peu de perspective et puis elle a un grand cœur, hein, c'est l'animal dont le cœur est le plus musclé sur Terre. La girafe, elle peut se désoler. Je me suis désolée devant ces gamins-là. Ça ne veut pas dire que je perds la face, ça ne veut pas dire qu'ils vont me manger sur la tête. Par contre, je leur ai dit, je vais traduire. Parce que quand je vous vois échanger là par petits groupes, je vois que j'ai atteint ma limite et j'aurais peut-être dû le dire plus tôt plutôt que de me laisser embarquer dans cette grossièreté. Et ça n'a rien à voir avec vous, c'est juste que je suis en train de m'interroger sur le sens. Est-ce que ce que je suis en train de vous partager, ça a du sens? Et je dis, mais qu'est-ce que ça vous fait quand je vous dis ça autrement? Et là, le même mot me dit, eh madame, la première fois que vous nous avez parlé, j'ai eu envie de vous cogner. Et je dis, mais je peux le comprendre, c'est inacceptable ce que j'ai dit. Et la deuxième fois, il dit, je sais pas ce que vous avez fait, mais comme ça parlait de vous, c'était plus tranquille chez moi. Et oui, vous voyez, c'est que la plupart du temps, on va stimuler les autres et après, on n'est pas conscient du boomerang qu'on se prend en retour. Et là, moi, j'ai dit, mais voilà, moi, ça m'interroge sur le sens de ce que je suis en train de faire. Et là, comme c'était un temps sur la vie relationnelle et je leur partageais le féminin, le masculin sacré, eux, ils s'attendaient pas du tout à ça, ils s'attendaient à on met des préservatifs sur des pieds de chaise, bref. Et ils m'ont dit, mais madame, c'est trop différent, d'habitude, nous, on nous dit pas ça. Et je dis, ok, mais alors c'est quoi pour vous? Il dit, mais nous, on aimerait pouvoir partager, discuter entre copains, parce que c'est trop différent. Je fais, comment on s'y prend alors pour que ce soit possible pour moi et pour vous? Et là, il y a un qui dit, peut-être, vous faites l'exposé, vous parlez par exemple 20 minutes, puis tous les 20 minutes, on fait 2 minutes de pause et nous, on parle entre nous. Et de regarder que ce que je retiens de cette expérience, c'est qu'avant, je me serais tapé dessus en disant, je suis nulle,
c'est lamentable ce que j'ai fait, il n'y a aucune raison que je sois à cette place-là, je ne suis pas légitime, voilà, je serais rentrée chez moi les oreilles rabattues. Deuxième chose, j'aurais dit, c'est à cause d'eux, de toute manière, il n'y a plus rien à en tirer. D'ailleurs, je me demande comment les mômes sont éduqués aujourd'hui. Et là, je fais ce temps d'auto-empathie. De quoi ça parle pour moi? Je suis enragée, ça n'a rien à voir avec eux, ça interroge le sens. Et puis après, quand je me mets en lien avec eux en empathie, ils sont bousculés, ils ont besoin de temps d'absorption. Et ensemble, on trouve une solution. Et en fait, je crois que dans 10 ans, si cette CNV était intégrée, en tout cas, et d'autres approches, peut-être que ce serait moins lourd sur la plupart des épaules des enseignants qui pensent que tout doit démarrer d'eux, y compris toutes les solutions. Alors que là, les mômes, ils m'ont suggéré ce truc. Et j'étais d'accord pour ça. Ils auraient pu me proposer un truc farfelu, entre guillemets farfelu, pour lequel j'aurais dit non, moi ça me Oui, c'est convient ça. pas. Voilà. Et j'aime bien boucler avec le fait qu'on reste maître de ce qui se passe en termes de pédagogie. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est engagé dans un processus d'écoute empathique qu'on va dire oui à tout. Ouh là là, moi ça m'a surtout permis d'apprendre à dire C'est non ça. avec beaucoup de fermeté et de bienveillance. Avant, je croyais que j'étais ferme, mais j'étais ferme depuis un espace de réaction. Maintenant, je suis certainement ferme, mais depuis un espace de relation. Et dans les stages, on apprend à dire non. Et un non qui soit audible. C'est non au fait que vous papotiez là par groupe de 3, et c'est oui à comprendre ce qui vous arrive et de regarder comment on fait ensemble. Mais le fait que vous puissiez échanger par groupe de 3 en même temps que moi je parle, ça c'est C'est non. pas Parce que possible. Oui, moi, tout à j'ai fait. besoin d'attention aussi. Et j'ai besoin aussi que soit mesuré le temps que j'ai pris pour partager, pour aujourd'hui arriver avec le plus de choses qui, de mon point de vue, sont à votre service. Donc il y a énormément de fermeté. Et que quand la CNV elle n'est pas transmise sous cet axe de fermeté, ça nous dessert. Ça, j'en suis certaine. Si on revient à l'objet et l'objet de cet entretien qui était de dire comment on prend soin de ceux qui prennent soin, je trouve que la proposition que tu nous as développée tout au long de tes réponses apporte quelque chose vraiment d'optimiste et de se dire, OK, si je me reconnecte finalement avec ma vulnérabilité, et cette vulnérabilité dans le métier enseignant, elle est très, très souvent gratouillée parce que quand on a une trentaine d'êtres avec nous dans la même salle, on peut imaginer que ça bouge. Donc, merci pour cette piste à aller explorer. Je rappelle que tu es cofondatrice de l'association Déclic Éducation. On mettra tous ces liens dans les liens de l'émission. Encore merci pour ces réponses très optimistes si on revient à la vision qu'on avait pour dans 10 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager avant qu'on se quitte et qu'on n'aurait pas dit? Oui, une seule chose. Effectivement, hein, moi, je me lève avec ce rêve le matin et je voudrais partager que la CNV, la vision, elle est sociologique. C'est-à-dire que Rosenberg se disait, si on maintient cette motivation qu'a priori les gens ont à la naissance de contribuer, peut-être qu'un jour, ça aidera à ce qu'il y ait une plus juste répartition des ressources sur Terre. Et j'aime bien cette vision politique de la vie de la cité pour que on travaille vers plus d'égalité. Et qu'aujourd'hui, il y a un défi à relever pour que l'école soit de plus en plus juste. Et pour moi, c'est un des moyens. J'ai pas du tout la prétention de dire que c'est le seul moyen, mais c'est un des moyens pour donner vraiment une éducation qui soit plus juste pour l'ensemble des jeunes sur la Terre. Et ça, c'est mon rêve, en fait, qu'il n'y ait jamais aucun papa ou aucune maman qui se lève avec le doute de pouvoir donner à manger à son enfant, parce que ça, c'est pas tolérable. Et que là, il y a un choix aussi majeur à faire. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on maintient cette pyramide qui ne sert que ceux qui sont en haut, ou est-ce qu'on envisage une plus juste répartition des ressources? Et l'école, pour moi, ça, c'est un lieu de levier politique majeur. Donc, j'ai vraiment envie de le partager avec fermeté. Très bien. Mais en tout cas, merci Nathalie.
Avec Mm. grand plaisir. Merci beaucoup, Véronique. Merci à toi.